On est parti. Bon, merci à tous d'être venus. Et puis bonjour à tous. Bienvenue à ce talk sur Netty. Alors, vous allez avoir droit aux 2 minutes, même pas 30 secondes de shameless plug. Donc moi, je suis Stéphane Landel, je suis le créateur et le CTO d'une solution de test de charge qui s'appelle Gatling. Et je suis un committeur occasionnel sur Netty, souvent un bug reporter. Gatling très brièvement, c'est une solution donc, de test de charge. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à l'essayer, à passer aussi sur notre stand, si vous voulez plus d'infos. Voilà. Alors, donc Gatling c'est construit au-dessus de Netty. Donc moi ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je l'utilise et c'est un framework que je trouve passionnant et mais en fait qui est assez mal connu on va dire du grand public. Et donc, j'avais envie de faire partager un petit peu mon intérêt pour ce framework. Alors, qu'est-ce que c'est que Netty En fait, Netty, c'est simplement le framework I/O le plus populaire de l'écosystème Java. C'est simple, vous allez le trouver partout. Même si je pense que dans la salle, il y a probablement peu de personnes qui sont directement des utilisatrices de Netty. En fait, vous vous en servez déjà, vous sollicitez les services propulsés par Netty dans votre quotidien. Toute la plateforme Apple, tous les endpoints que vous utilisez quand vous allez taper sur des services iCloud, par exemple, derrière, c'est du Netty. Si vos gamins jouent à Minecraft, ou même vous-même, c'est du Netty aussi derrière. Vous allez le trouver vraiment dans plein de plateformes. C'est également ce qui va propulser la plupart de vos frameworks web. Et puis vous allez également le trouver dans tout un tas de logiciels, donc du Cassandra, du Spark, Gatling, le SDK Java AWS, etc., etc. Donc la plupart d'entre vous probablement s'en servent sans s'en servir directement. Qu'est-ce qui le rend si populaire C'est qu'en fait, le rythme d'innovation de Java a vraiment accéléré ces dernières années, mais pendant très longtemps, il y avait très peu d'innovation au niveau des I/O, de tout ce qui était I/O en Java, et donc cette innovation, elle avait surtout lieu au sein de Netty. C'est un framework qui a de très très bonnes performances, et puis c'est un framework qui, à la différence des API disponibles dans Java, a un design qui est user-friendly. On va parler de tout ça. Alors, on va commencer d'abord par rappeler un petit peu les bases, ou les poser, et on va parler de la manière dont fonctionnent les I/O sur Linux et puis en Java. Je vais laisser de côté BSD ou Windows, les autres implémentations, et donc on va se focaliser là-dessus, et puis en particulier TCP. Donc, si vous voulez faire du TCP sur Linux, l'API legacy que vous allez utiliser, c'est l'API socket. C'est pas tout à fait le même fonctionnement, la même API selon que vous êtes côté client ou côté serveur. Quand vous êtes côté serveur, donc vous allez d'abord créer une socket, vous allez la binder sur un certain port, vous allez vous mettre à listen pour être prêt à accepter des demandes de connexion et recevoir des paquets SYN. Vous allez appeler accept qui va bloquer jusqu'à ce que justement vous receviez un paquet SYN, c'est-à-dire un client qui va chercher à ouvrir une connexion avec vous. Et puis là, donc vous allez l'accepter. Accept va retourner un file descriptor sur une child channel, en fait, ce qui va décrire votre connexion avec le client. Et là, vous allez pouvoir commencer à read, à write, et puis au bout d'un moment, à close la socket. L'API en Java, socket, si vous regardez, en fait, elle est complètement calquée sur l'API sous-jacente qui est en dessous. Donc voilà, vous voyez, vous ouvrez ici, on crée une serveur socket sur le port 8080, et puis on va venir bloquer. Donc on bloque, on va boucler, on va bloquer sur accept jusqu'à ce qu'il y ait justement une demande d'ouverture de connexion qui arrive. Et là, on va retourner une child socket, et là, on va pouvoir lire sur l'input stream ou écrire sur l'output stream. Et puis au bout d'un moment, on va close. Inconvénient de cette API, c'est qu'elle est bloquante. Input stream, output stream. Donc je mets de côté les virtual threads, ça bloque le thread appelant. C'est ce qui fait que pour ceux qui faisaient déjà du Java au début des années 2000 et qui avaient des serveurs web, on se retrouvait à devoir spawner un thread par socket, par connexion.
Et donc régulièrement on avait des famines de poules de thread parce que tiens on l'avait sizé à 50 et on avait plus de 50 clients qui essayaient de se connecter au service. Et donc multiplier comme ça les threads, évidemment ça ne scale pas et vous avez déjà dû avoir plein de talks sur ce sujet-là dernièrement. Petit spoiler, en fait, depuis Java 13, l'API Socket Legacy n'est plus implémentée au-dessus de l'API Socket Linux. Elle est implémentée depuis ils l'ont réimplémentée au-dessus de NIO. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? En fait, pour préparer le boulot pour l'arrivée des virtual threads. Et donc voilà, donc cette API Socket, elle est legacy et ça fait en fait plus d'une vingtaine, il y a déjà plus d'une vingtaine d'années qu'on a eu de nouvelles API dans Linux. Donc il y a eu Select, il y a eu Poll, et ensuite il y a ePoll qui est à peu près qui est l'API stable et la plus couramment utilisée de nos jours. Cette API-là, voilà, Here Be Dragons. Elle est très différente. Alors, donc l'idée, c'est que, donc comme d'habitude, vous allez ouvrir une server socket, mais à côté de ça, vous allez aussi créer une instance d'ePoll. ePoll, c'est un objet stateful qui va venir vivre dans le kernel space et auprès duquel vous allez enregistrer des sockets en disant sur ces sockets, c'est tel type d'événement qui m'intéresse. Donc là, en particulier, donc vous ouvrez une server socket, vous créez votre instance d'ePoll. Vous allez enregistrer cette server socket auprès de votre ePoll pour dire, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les demandes d'ouverture de socket, de connexion, donc les accept. Et ensuite, on va venir boucler. Et dans cette boucle, on va venir aller bloquer en appelant ePoll wait. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le kernel va automatiquement, en fait, aller notifier votre instance d'ePoll des changements d'état sur vos sockets. Et dire, tiens, il y a des bytes qui sont arrivés sur cette socket, qui sont prêts à être lus. Et donc là, ça va venir débloquer votre ePoll wait. Et ePoll wait va venir retourner la liste des file descriptors sur lesquels il y a des événements, des changements d'état, et avec à chaque fois le type de changement d'état. Donc là, ce qu'on fait typiquement, c'est que on va venir boucler sur la liste de tous les file descriptors qui ont été retournés. Si on tombe sur un file descriptor qui est celui de notre serveur socket, c'est qu'on a un événement accept, et donc là on va venir aller accepter la demande de création d'une connexion avec un client, et on va venir donc comme ça récupérer une child socket, et de cette child socket on va venir l'enregistrer à son tour auprès du ePoll, en disant cette fois-ci on va s'intéresser aux événements de type ePoll in, donc en fait des bytes qui sont entrants depuis le réseau. Et sinon, c'est qu'on tombe sur une child socket, et donc là c'est qu'on a des bytes à lire. Donc il y a toujours après aussi quand même cette problématique de venir aller décharger ce travail de lecture et de réécriture des sockets vers d'autres threads. En Java 4, Java a introduit une nouvelle API pour faire des I/O, New I/O, NIO. Et en gros, je vais vous montrer ça. Donc cette API a introduit le selector et puis les socket channels. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais en gros, c'est des wrappers au-dessus de cette API ePoll. Donc, je crée ma serveur... non, c'est pas le bon, pardon. Hop, allez. Ici, je crée un selector, qui est en fait un wrapper au-dessus d'ePoll, de l'instance d'ePoll. J'ouvre une serveur socket. Je vais la binder sur un certain port. Alors là, vous voyez, je précise le backlog. C'est quoi le backlog sur une server socket? C'est la taille de buffer qui me permet dans laquelle on va venir mettre les demandes de connexion qu'on n'a pas encore traitées. Donc si jamais vous remplissez ce buffer, au-delà de ça, les tentatives de connexion, les paquets signes que vous allez recevoir, automatiquement, le kernel va leur répondre avec un reset. Leur dire, non, dégage, je ne peux pas ouvrir de connexion, j'ai déjà trop de demandes de connexion en cours d'attente. Donc je vais venir enregistrer cette server socket auprès de mon selector en disant je vais m'intéresser aux événements de type accept. Et ensuite je vais boucler. Je vais appeler mon select. Donc là je vous ai dit c'est la méthode qui va me retourner, qui va bloquer jusqu'à ce que l'ePoll derrière soit notifié par le kernel de tiens il y a du boulot sur telle ou telle socket et va me retourner ce qu'on appelle donc l'interest list.
non, la ready list, pardon, qui est donc la liste des clés, c'est-à-dire des paires type d'événements et, et socket sur lesquels il y a des événements à traiter. Donc voilà, donc je récupère mes keys et je vais venir aller boucler dessus. Alors là, vous pouvez quand même être un peu surpris par un truc. Qu'est-ce que ce rigolo fait à utiliser un itérator pour aller boucler sur un set tout en codant en Java 21? Surprise, c'est qu'en fait, cette liste-là qui est retournée, enfin ce set qui est retourné, il va falloir le consommer. Sinon, voilà, c'est pas un set normal, il est monitoré et il va falloir le vider pour qu'à la prochaine itération, on soit de nouveau notifié s'il y a de nouveaux événements. Donc voilà, il faut aller les remove de la ready list. Et donc voilà, donc dans ma boucle, je regarde, tiens, est-ce que c'est un événement de type accept? Bon là, si c'est le cas, je vais venir accepter, récupérer my child socket, et puis l'enregistrer à son tour auprès du selector, donc de l'EPOL. Et si par contre j'ai un événement de type, tiens, la socket peut être lue, je vais venir aller lire dans un byte buffer. Je vais vous expliquer un petit peu après pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis je vais venir aller les réécrire sur la child socket. Donc là en fait je fais un écho serveur. Je pense même que je dois pouvoir le faire tourner. Ouais, je fasse vite. Hop. Terminal. Donc on va faire un coup de telnet, localhost 8080. Je suis connecté. Hello, hello, sous vos yeux ébahis. Merci, merci, merci. Au revoir. Voilà pour NIO. Donc vous pouvez voir, alors en fait je vous ai même montré vraiment que en fait il y a plein de sucreries dans tous les sens. Quand vous écrivez par exemple, quand vous êtes en plus là sur une socket non bloquante, il va falloir vérifier, c'est pas quand vous passez un byte buffer que vous voulez écrire, ça vous retourne un int de ce qui a été effectivement écrit. Parce que potentiellement les buffers en dessous sont pleins, on n'a pas réussi à tout écrire, donc il va falloir continuer à écrire jusqu'à ce qu'on ait réussi à écrire tout ce qu'on voulait. C'est velu. Le commun des mortels n'a pas envie d'utiliser cette API-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que 3 releases plus tard, Java a introduit NIO 2. Donc là, l'idée, c'était, c'est encore une nouvelle API IO. Et là, l'idée, c'est implémenté au-dessus de NIO, mais l'idée, c'est de masquer la complexité de NIO et de masquer EPOL. Donc, ça vous masque le sélecteur, ça le fait à votre place. Et donc, vu que dans Java 7, ils ont aussi introduit le completion handler. Donc là, on a une API qui est plus non bloquante à base de callback. Voilà. Donc, rapidement, callback hell. Donc, c'est pas une API qui a véritablement pris, je crois. Donc là-dessus, est arrivé Netty, avec l'ambition de fournir un framework I/O qui soit utilisable par d'autres personnes que des sacrés experts sur NIO. Il faut voir aussi qu'NIO a été beaucoup buggé pendant très longtemps. Donc, alors voilà à quoi ressemble l'API de Netty. Donc, vous allez faire un bootstrap. Donc là, je suis côté serveur, pas côté client, donc je vais faire un serveur bootstrap. Je lui passe 2 groupes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu après, mais le parent, c'est ce qui va permettre de traiter la server socket, et le child, c'est ce qui va permettre de traiter les child sockets. En gros, vous voyez ça comme des pools de threads différents, ou pas, comme vous voulez. Channel derrière, ça va permettre de dire quel type de socket je veux ouvrir. Si c'est du TCP, si c'est de l'UDP, si c'est basé sur du NIO ou basé sur d'autres implémentations. Et le child handler, c'est ce qui va venir processer le travail qui arrive sur vos child sockets. Voilà. Donc les event loops. Alors, event loop, c'est un terme que probablement vous connaissez plus depuis, à cause de Node. En fait, c'est un concept qui existe depuis 20 ans, Node n'a rien inventé. Donc dans Netty, c'est un objet qui a 2 responsabilités. Alors, oui, il y a les event loop group qui sont en gros des pools d'event loop. Vous voyez ça comme
la différence entre un pool de threads et des threads. Un peu. Dans Netty 4, en tout cas, cet objet a 2 responsabilités. Le premier, c'est d'être le composant qui va venir interagir vraiment avec les IO bas niveau, l'implémentation des IO, et c'est aussi ce qui va venir aller processer vos tâches. Donc c'est aussi, on va dire, un thread. Alors, petite mention spéciale, parce que là on est en train de parler des threads justement. Quand vous créez un event loop group, là, comme je suis en train de le faire, par défaut, sa taille c'est 2 fois le nombre de cœurs sur votre machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors pourquoi 2 fois le nombre de cœurs? C'est un petit peu un compromis entre le nombre de threads qui peuvent effectivement s'exécuter à un instant T sur un processeur, c'est-à-dire le nombre de cœurs, un par cœur, et puis le fait que vous êtes susceptible, si vous ne faites pas très bien les choses, de faire des opérations bloquantes sur ces threads-là, et donc ça permet d'avoir un petit peu de marge de sécurité. Si vous êtes sûr de ne pas faire d'opérations bloquantes dans ces threads-là, vous avez intérêt à les forcer à être exactement égal au nombre de cœurs. Petit warning aussi au passage, nombre de cœurs, comment est-ce qu'il récupère le nombre de cœurs? Runtime, get available cores. Si vous tournez dans un conteneur, faites attention, si vous laissez le comportement par défaut, votre conteneur il tourne avec combien de cœurs? Alors si vous le déployez par exemple dans Kubernetes, votre nombre de cœurs c'est votre CPU request, c'est pas votre CPU limit. Donc si votre CPU request il est de 1, vous retournez avec 2 threads. Et ça ne se redimensionne pas à chaud évidemment. Donc vous avez intérêt à le forcer et à regarder où est-ce que vous faites avec vos conteneurs et votre Netty, vous en avez probablement dans vos applis. Donc Channel, je vous disais, on va dire c'est vraiment ce qui va implémenter la socket réseau. Donc vous avez des implémentations différentes, des classes différentes pour TCP, pour UDP, pour les domain socket Unix. Voilà. Et donc ça doit être compatible avec le type d'event loop que vous avez sélectionné. La partie handler, donc c'est ce qui va venir traiter, manipuler les événements qui sont reçus sur les channels, et puis également ce qu'on va vouloir écrire dessus. Vous pouvez juste en passer un seul, mais en fait, vous pouvez aussi en passer une liste. Et en fait, vous allez constituer une pipeline. Donc en fait, vous allez avoir une liste de filters. Qui chacun, donc ça c'est un design qui est très propre parce que ça vous encourage à avoir un channel un handler par responsabilité. Vous allez avoir par exemple un handler qui va être en charge du SSL, un qui va être en charge de la décompression gzip, un qui va être en charge de décoder des bytes pour retourner des payloads, pour transformer par exemple en request HTTP. Et puis inversement, un codec dans l'autre sens qui va transformer une réponse HTTP en bytes qui eux peuvent être ensuite chiffrés et puis envoyés sur le réseau. Et tout au bout en fait, de cette pipeline, vous allez mettre votre propre handler applicatif qui lui va venir aller interagir avec votre logique métier. Donc vous avez toute une palanquée déjà de handlers qui sont disponibles dans le framework pour gérer des protocoles, pour gérer des problématiques compression, TLS, interagir avec des proxys et donc gérer par exemple, si vous avez des proxys HTTP, gérer la requête connect, pour établir le tunnel avec le proxy, gérer des timeouts, voilà, c'est écrire vos propres codecs si vous le souhaitez. Il y en a vraiment toute une palanquée, c'est vraiment une petite partie de la liste. Voilà, et donc comment est-ce que typiquement vous allez constituer en fait votre application? Ça va être construire la liste le channel pipeline avec tous les différents handlers dont vous avez besoin pour votre problématique. Voilà, si vous voulez que votre Netty gère du HTTP, du SSL, il va falloir mettre le SSL handler. Si c'est du HTTP, vous allez mettre les codecs pour HTTP. Donc tout au bout, voilà, vous allez mettre votre handler applicatif à vous. Donc ça c'est l'API principale. Il y a une autre API aussi que vous pouvez utiliser dans certains cas. Vous pouvez aussi utiliser une sorte d'API du futur qui est spécifique à Netty. Pourquoi elle est spécifique à Netty? C'est parce que Netty, actuellement dans la branche de prod, est encore compatible avec Java 6. Et donc l'API prédate de l'introduction de Completion Stage, qui a été introduit en Java 8, je crois.
Donc c'est un peu le même type d'API avec voilà, des futurs et des promises, hein, et puis la possibilité d'enregistrer des listeners sur nos futurs qui vont être déclenchés lorsqu'il va compléter avec succès ou avec échec. Et souvent on se retrouve à mixer les deux selon les besoins. Alors, parlons un petit peu de tous les tricks qu'il y a dans Netty, parce que vous avez, on va dire, 15 ans d'ingénierie de gens très brillants dans des GAFAM et autres, qui contribuent des trucs assez incroyables. Alors, premier truc à comprendre dans Netty, c'est son modèle de thread. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, avec les event loops. Donc, quand vous créez une channel, enfin, quand Netty se retrouve à créer une channel, il va venir aller prendre dans son event loop group une event loop à venir associer à cette channel. Et à partir de là, tous les événements qui vont arriver sur cette channel en écriture ou en lecture vont être traités par cet event loop, donc par ce thread-là. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas de problème de synchronisation, de concurrence d'accès sur les événements qui se produisent sur votre channel. Il n'y a pas besoin de synchronized, il n'y a pas besoin de devoir se poser la question de devoir gérer du multithreading. En fait, vous êtes mono-threadé tout au long de votre pipeline. Ça simplifie énormément le développement. Alors, encore plus quand vous avez des problématiques qui, dans d'autres circonstances, se produiraient sur des threads différents. Par exemple, une gestion de timeout. Par exemple, nous, chez Gatling, on a eu il y a quelques temps, on a eu à développer une API Gateway. Donc une API Gateway, vous avez d'un côté des sockets qui sont connectés avec le client, de l'autre côté des sockets connectés avec le serveur. Nous, on fait en sorte que chaque fois, les deux éléments de la paire tournent sur le même event loop. Donc on n'a plus de problème de tiens, je suis en train d'écrire sur le service derrière, mais en fait, dans le même temps, il y a le client qui a décidé de fermer la connexion. Ou inversement, j'ai le client qui me demande, qui m'envoie une requête, et puis en même temps, je suis en train de rebooter le serveur. Ces choses-là ne se passent pas de manière concurrente, elles se passent de manière séquentielle, de notre point de vue, parce que c'est toujours traité dans le même thread, donc un par un. C'est beaucoup plus facile de raisonner là-dessus. Inconvénient principal, donc si vous l'avez compris, il n'y a pas autant de... Vous avez, on va dire, vous tournez avec 8 event loops. Vous avez peut-être, on va dire, un millier de channels de connexion. Vos threads, ils sont partagés entre plusieurs connexions. Donc il ne s'agit pas d'aller bloquer vos threads des I/O pour aller faire, tiens, je vais aller faire une requête JDBC ou un truc comme ça. Au milieu de tout ça, parce que vous n'allez pas seulement bloquer le traitement pour la channel en cours, mais également toutes les autres qui sont associées avec ce même thread. Donc si vous avez besoin de faire des traitements bloquants, il faut venir aller les décharger sur d'autres pools de threads. Et ensuite, une fois que le traitement en question est complété, revenir jumper dans la bonne event loop. Alors, le modèle mémoire, ça aussi c'est un truc qui est rigolo. Alors, quand vous faites du NIO, pour aller écrire et lire des bytes, vous allez utiliser l'API ByteBuffer. Elle a une méthode. Alors, le principe de ByteBuffer, c'est donc voilà, vous avez un buffer pour aller écrire des bytes. Le truc, c'est que en fait, il y a un curseur à l'intérieur. Et donc, quand vous allez écrire, vous allez déplacer votre curseur. Le truc, c'est qu'il n'y a qu'un seul curseur. Et si vous voulez, en gros, il y a une méthode qui est indispensable à appeler, qui s'appelle flip, qui sert en fait, que vous devez impérativement appeler quand vous passez d'un mode écriture à un mode lecture ou vice-versa. Voilà, vous avez écrit, on va dire, 4 bytes. Là, maintenant, vous voulez pouvoir les lire. Il faut remettre le curseur au début. Si vous ne le faites pas, enfin voilà, tous les développeurs qui utilisent NIO sont tous pris les pieds dans le tapis à un moment, oublié d'appeler flip. L'autre problème aussi, c'est que vos buffers, les byte buffers ne savent pas grossir. Donc quand vous êtes à pleine capacité, c'est à vous de vous en rendre compte et de venir à ce moment-là allouer un nouveau buffer et puis recopier. Ensuite, autre truc, c'est que il y a deux types de byte buffer en réalité. Vous avez les heap byte buffer qui sont implémentés au-dessus d'un tableau de byte qui réside dans la heap. Et puis vous avez les direct byte buffer qui, eux, s'appuient sur de la mémoire off heap. Pourquoi ces deux types?
Les heap byte buffers, leurs avantages, ils sont faciles à allouer. C'est un tableau de bytes dans la heap. Et puis, ils sont aussi faciles à désallouer. C'est juste une référence. C'est géré en standard par le garbage. Enfin, c'est le mode le plus classique du fonctionnement le plus classique du garbage collector. Inconvénient. Ces byte buffers, vous ne pouvez pas les appeler, les passer à des appels système, à des couches natives. Ben oui, parce que derrière c'est un pointeur. C'est une référence qui est gérée par le garbage collector. Il ne s'agit pas de passer un pointeur qui va être déplacé par votre garbage collector. Donc ça veut dire que systématiquement, il y a des copies qui se font sur les entrées-sorties avec votre couche native, donc des allocations supplémentaires. Autre inconvénient aussi, c'est que la spec Java oblige à ce que quand vous allouez votre JVM, vous lui demandez de vous allouer un tableau, elle aille le remplir avec des zéros. Normalement, en gros, pour des raisons de sécurité. En pratique, ce point-là, il est assez discutable parce que si vous faites un heap dump de votre JVM, les mots de passe envoyés par votre utilisateur, ils sont visibles en clair dedans, on ne va pas se mentir. Donc, l'autre côté, c'est les direct byte buffers. Donc, eux, ils sont compatibles avec les appels système, sans entraîner de copie, parce que c'est de la mémoire FIP. Le problème, c'est que ils sont plus chers à allouer et plus chers à désallouer aussi. Voilà, il faut faire tourner des cleaners, et puis en dessous, en fait, au niveau du garbage collector, c'est synchronized. Donc, Netty est arrivé avec une solution pour ça. Donc, première chose, c'est une API qui s'appelle ByteBuff. Donc, premier truc, en termes d'usage, il n'y a plus besoin de flip, parce qu'il y a deux index différents, un pour la lecture, un pour l'écriture. Il sait se redimensionner. Comment? C'est une petite astuce, on va y venir. Et l'objectif, c'est de pouvoir facilement utiliser des direct byte buffers en dessous. Et donc, s'ils sont chers à louer et chers à désallouer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les pool. On va les mettre dans un pool. Comment est-ce qu'on va gérer ce pool et le fait qu'on puisse rendre cette mémoire à ce pool? On va faire du reference counting. Quand vous voulez garder une référence sur un direct byte buff, il va falloir incrémenter le compteur. Et puis, quand vous avez fini de vous en servir, vous allez le release. Et normalement, il faut... vous ne devez pas atteindre un état garbage collectable sans que le compteur interne il soit à 0. Sinon, sinon, vous aurez en fait une fuite mémoire. Donc, il faut traquer ce genre de choses. Donc, c'est vrai que quand on vient du Java où on était biberonné depuis plus de 20 ans au garbage collector, ça fait bizarre de devoir regérer de la mémoire de manière explicite. Comment est-ce que ce pool de mémoire est implémenté? En fait, c'est une réimplémentation en Java de gmalloc. Donc gmalloc, c'est un malloc inventé par Jason Evans. Jason Evans, gmalloc. C'est le malloc qui est par défaut dans FreeBSD. L'idée de pourquoi est-ce qu'il a voulu écrire ce nouveau malloc? C'est parce que arrivaient les multicœurs et que le malloc d'origine était scalé très très mal sur du multicore. C'est l'allocateur que vous avez dans Rust, par exemple. Le principe, c'est quoi? C'est que, en gros, vous allez avoir un pool différent par thread. Un pool mémoire différent par thread. Et que votre pool, il est splitté en différentes régions qui correspondent, en fait, à chaque fois, c'est comme il y a un peu des sous-pools qui sont par taille. Quand vous voulez avoir un petit byte buff, vous allez le prendre dans le pool des petits byte buff, un gros dans le pool des gros byte buff. C'est un petit peu ça l'idée. Vous voyez venir un truc, c'est qu'ici, en fait, vous avez des threads locals. Ça, c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, Netty est incapable de tourner sur des virtual threads. Quoi d'autre encore de trucs rigolos? Netty propose par exemple sa propre implémentation au-dessus d'Ipol ou de KQ également pour Mac. Donc c'est développé en JNI et c'est un remplacement, c'est un drop-in un peu pour NIO. Avec tout un tas d'optimisations, moins de garbage collection, et puis c'est un petit peu comme d'habitude, ils sont capables d'introduire très rapidement des changements sans passer par des JSR, des trucs comme ça du monde Java. Donc ça peut, ils peuvent plus rapidement parfois bénéficier de l'introduction de certains modes assez d'optimisation assez avancés.
Netty vient également aussi avec sa propre un remplacement pour JSSE, c'est-à-dire un remplacement de SSL Context, SSL Engine. Ça, en fait, c'est une librairie à la base qui a été. Le concept a été créé par Tomcat, donc. Alors, les choses se sont grandement améliorées sur JSSE en termes de perf, mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, c'était pas ça. Et donc, eux, l'idée, c'était de pouvoir, à travers du JNI, aller taper directement sur OpenSSL. Twitter, qui faisait énormément de Netty, a forqué ce projet-là. Donc, TC Native, c'est le TC de Tomcat. A forqué ce module-là pour l'adapter à Netty, et puis a fini par le donner upstream. De nos jours, on va dire qu'on a grosso modo 2 types d'implémentation. Il y en a une qui va venir aller se binder de manière dynamique sur le OpenSSL qui serait installé sur la machine. Et sinon, il y a aussi moyen d'utiliser une librairie, une version donc, qui s'appuie sur Boring SSL. Donc, Boring SSL, c'est le fork d'OpenSSL fait par Google et c'est celui que vous allez trouver dans Chromium. Donc, le gros nettoyage par rapport à OpenSSL et focus sur certains. On a viré tout ce qui était legacy, ils ont viré tout ce qui était legacy et vraiment focus sur ce qui est utilisé dans Chrome. Donc des ciphers récents, des ciphers sécurisés, etc. Et tant pis pour la compatibilité avec certaines choses. Donc ça tourne très très bien. Et donc là, l'idée c'est qu'il n'y a même pas besoin d'avoir OpenSSL installé sur la machine. En fait, la librairie elle est packagée dans le jar et elle est chargée à chaud. Donc voilà, intérêt, encore voilà, moins d'allocation et puis des implémentations de ciphers qui sont parfois un peu plus performantes. Autre truc sympa aussi, c'est les résolutions DNS. Je vous parlais là des tâches que vous êtes susceptibles de faire de manière bloquante. Il y en a une, c'est la résolution DNS. Oui, vous avez des hostnames, il vous faut trouver les adresses IP sur lesquelles vous connectez quand vous êtes côté client. Un des problèmes avec le résolveur DNS qui est dispo dans Java, c'est qu'il n'honore pas les TTL des records. Donc voilà, il fonctionne un peu de manière arbitraire par rapport à la durée de vie des entrées dans le cache. Donc Netty ils ont développé un résolveur DNS donc, basé sur l'UDP et ça marche plutôt pas mal. Donc ça permet d'être non bloquant également à ce niveau-là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout ça. Alors, hop. Voyons voir un serveur Netty. Alors, donc, je crée mon serveur Bootstrap. Je vais lui passer mes 2 Imon Loop Group. Donc j'en ai fait un d'une taille de 1 qui va être utilisé pour la serveur socket. C'est celle que je vais binder sur le port 8080. Et puis une autre donc, qui va avoir le type par défaut, donc 2 fois mon nombre de cœurs, qui va être utilisé pour les child sockets. Je vais lui dire que ici je vais faire du NIO et que je suis dans le côté serveur. Je vais venir aller me binder sur mon port. Et puis ici, mon child handler, je vais passer en fait. Donc ça, c'est une sorte de fonction qui me permet d'initialiser ma pipeline. Et donc là, je vais lui dire, tu vas m'ajouter d'abord un codec pour aller gérer du HTTP. Donc ce truc-là va prendre à la fois en charge la partie décodage des requêtes et encodage des réponses. Ça va me permettre d'agréger mes requêtes. Parce que, en fait, sinon, je vais recevoir, sans ça, je reçois d'abord un objet qui va contenir le début de la requête avec le path, le niveau de protocole HTTP, les headers. Et ensuite, forcément, vu que c'est lu avec un buffer, ça va me retourner des chunks de la requête. Si je suis en train d'uploader un fichier, voilà, ça va m'envoyer des chunks. Donc ça me permet, si je mets pas ça, en fait, ça peut être aussi ça super intéressant si je veux aller streamer mes différents chunks sur le file system, si je suis en train de faire de l'upload de fichiers par exemple, ou envoyer ça au fil de l'eau dans un bucket S3. Là par contre, je vais venir aller agréger ça directement pour obtenir des full requests. Et là, j'ai mon handler à moi applicatif. Alors là, j'en ai fait un singleton. Et donc je l'ai annoté shareable.
Là, c'est pour dire au moteur, voilà, Netty a des checks là-dessus en disant voilà, c'est normal, c'est un singleton, il est partagé, il est utilisé entre plusieurs sockets, c'est quelque chose que je maîtrise, c'est normal par design. Sinon, il me pèterait un warning. Et donc dans mon handler, je lui dis c'est un handler qui va venir qui va écouter les événements inbound de type full HTTP request. Donc ça m'a été consolidé par mon agrégateur, mon agrégateur handler. Et donc voilà, channel read, je vais lire je lis des requests. Je vais venir ici aller allouer un buffer pour écrire ma réponse. Donc j'écris mon bytebuf de réponse. Je construis un objet full HTTP response dans lequel je vais mettre des headers, notamment le content length. Et puis write and flush, donc je le réécris dans l'autre sens. Et en même temps, je lui dis vas-y, tu flush, tu écris sur la socket en dessous. T'attends pas d'être plein ou que je te le dise, ou voilà, tu le fais tout de suite. Voilà. Tiens, si je voulais rajouter du SSL, qu'est-ce que je ferais? Ouais. C'était celui-là. Pardon, c'est ça. Là, cette fois-ci, alors, il me faut un SSL contexte pour pouvoir. Donc là, je vais faire du JSSE, utiliser l'API JSSE. Donc, je vais créer un SSL contexte. Là, ce SSL contexte, je vais le créer avec. Je vais faire un certificat auto-signé. C'est là juste parce que je suis en train de tourner en local, sinon il faudrait que vous fournissiez votre propre certificat et votre propre private key. Là, je lui dis, comme provider, comme implémentation de JSSE, je vais utiliser OpenSSL. Donc, LastPath, j'ai les librairies pour Boring SSL. Donc, si vous regardez, voilà, là, je les ai toutes, je les ai toutes mises. Mais donc là, j'ai l'implémentation pour OS X sur de l'Arch. Donc vous voyez, donc à l'intérieur du jar, vous allez trouver la librairie native. Et donc, Netty va venir en fait la décompresser dans le temp et venir aller la charger. Et donc là, alors, quand je vais appeler mon child handler, donc là, je suis en train de vouloir créer la pipeline pour une nouvelle socket que je suis en train d'ouvrir. Je vais venir aller créer un nouveau SSL engine sur mon SSL contexte. Alors là, je suis côté serveur, mais côté client, il y a un truc qu'il faut rajouter pour être sécurisé, qui est, il va falloir dire, il faut activer la hostname verification. Vous voyez ce que c'est ou pas? C'est le fait de vérifier que on est bien en train de discuter avec le serveur sur lequel on est censé se connecter et qu'on n'a pas un man in the middle qui nous présente un certificat qui vient d'un autre domaine. Forcément, ça ne peut pas être activé par défaut parce que SSL Engine, JSSE, c'est une API qui n'est pas spécifique à HTTP. Et ce mécanisme de hostname verification, il vient que de HTTP à la base. Donc c'est un truc qui n'est pas activé, qui ne peut pas s'activer par défaut, qu'il faut faire manuellement. Donc c'est quelque chose à faire côté client. Et donc là, je vais aller rajouter, cette fois-ci, dans ma pipeline, j'ai rajouté en amont, donc parce que c'est le plus proche, c'est la première chose que je vais vouloir faire, c'est quand j'ai des bytes qui arrivent, c'est venir les déchiffrer. Et inversement, c'est la dernière chose quand je vais vouloir écrire mes bytes, la dernière chose que je vais vouloir faire, c'est avant de les écrire sur le réseau, c'est de les chiffrer. Et puis là, je lui ai passé aussi un fork join pool qui va servir à offloader tout le travail de calcul des clés durant l'échange, parce que c'est une étape qui est lourde en CPU et qui est bloquante. Donc pour éviter de bloquer mes threads des I/O pendant trop longtemps, je décharge ça sur un autre pool de threads. Vérifions que ça marche. Alors dans mon terminal, est-ce que je suis intelligent? J'ai encore, ouais. Hop. Donc là, je fais un curl, je me mets en HTTPS et je pense à mettre -k parce que j'ai mis un certificat auto-signé. Voilà, et donc on voit, je suis en TLS 1.3 et j'ai eu ma payload. Tout va bien. Voilà. Alors, le futur de Netty, parce qu'on y a souvent. Alors d'abord,
Netty continue toujours à faire de la R&D. Un des gros sujets du moment, c'est le support de Quick et d'HTTP3. Alors, c'est quoi Quick et HTTP3? Alors, Quick, c'est un protocole qui a été inventé chez Google. Leur problème, c'était que il y a des défauts de conception en fait dans le TCP, en particulier le head of blocking. En fait, ce qui se passe, c'est que, imaginez, vous êtes en train d'écrire une requête. Enfin, vous êtes en train d'uploader un fichier. Votre payload, elle est chunkée en plusieurs paquets. Donc paquet 1, paquet 2, paquet 3. Pour X raisons, paquet 1 se perd dans la nature, il faut le réémettre. Vous ne pouvez pas recevoir paquet 2 et paquet 3 en attendant que celui-ci soit réémis. Il va falloir d'abord attendre que paquet 1 arrive avant de pouvoir traiter paquet 2 et paquet 3. Donc ça, c'est le genre de choses qu'ils voulaient corriger. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour les gens du web et pour les CDN. Le truc, c'est qu'impossible de faire un TCP2 pour des raisons d'ossification, parce que TCP, il est implémenté dans je ne sais pas combien d'OS et d'ordinateurs répartis à travers le monde, plus tous les firmware de tout votre matériel réseau. C'est complètement irréaliste de s'imaginer de réussir à déployer un TCP2. Donc en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est que on va pas procéder comme ça. On va réimplémenter toutes les features tout un ensemble de features de TCP. On va les réimplémenter au niveau logiciel, au-dessus du DP. Et donc en gros, HTTP3, c'est HTTP2 au-dessus de Quick au lieu d'être au-dessus de TCP. Et puis ensuite, quelques features intéressantes au-dessus. Et donc dans Netty, ce qu'ils font, c'est que le support de Quick et d'HTTP3 est construit au-dessus de Quiche. Je pense qu'il y a un Français qui travaille chez Cloudflare, qui est donc une librairie qui implémente Quick, qui est développée donc chez Cloudflare. Autre truc qui est en incubation, j'ai pas encore eu des super résultats avec moi, c'est IOUring. L'idée, c'est de remplacer IPOL. Donc là, l'idée, c'est d'avoir... le mécanisme, c'est d'avoir deux ring buffers, un pour les lectures, un pour les écritures, et puis et puis d'avoir des threads comme ça qui vont venir aller... vous allez écrire dans un ring buffer et aller lire de l'autre côté. Ça a des super perfs dans les benchmarks qui sont toujours très, très isolés sur certains usages. Ça supporte aussi, à la différence d'IPOL, qui ne supporte pas les sockets de type fichier. Là, ça sert pour du fichier, donc ça intéresse beaucoup, par exemple, les bases de données. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'exploits qui sont remontés dessus. Je crois que ça a été désactivé de Chrome OS, par exemple. Netty 5, c'est un travail de longue haleine qui est un peu en stand-by ces derniers temps. Ça fait un peu des années qu'on l'attend. Ils vont monter la baseline, je crois que c'est même plus Java 8, je crois qu'ils veulent monter en 11. C'est l'occasion de faire beaucoup de ménage, de redesigner certaines API, mais pour l'instant, le travail est plutôt en stand-by là-dessus. Les virtual threads dans tout ça, je vous disais, là en l'état, Netty ne peut pas les supporter à cause de son modèle mémoire qui utilise des threads local. À côté de ça, les virtual threads, alors je vous disais tout à l'heure, l'API socket, elle a été réimplémentée en Java 13, et donc en fait, elle a été réimplémentée au-dessus d'NIO. Et l'implémentation, c'est le même type de modèle que ce que je vous ai montré sur IOUring. Vous avez deux queues. Votre virtual thread, il va venir écrire dans une queue. Et en dessous, vous allez avoir un thread, le reader poller, qui va venir aller lire dans cette queue-là, qui va venir aller balancer tout ça dans NIO. Et puis vous avez un autre thread qui va être le reader writer, qui lui va venir aller lire, être notifié par NIO, venir aller mettre ça dans la queue. Et derrière, le JDK va s'occuper de coordonner tout ça avec des virtual threads. Et en fait, c'est le même type d'implémentation qu'on fait et que font tous vos frameworks, que ce soit du Spring, du Vertex, etc., pour supporter les virtual threads. C'est le même type de stratégie que tout le monde met en place pour pouvoir communiquer entre des virtual threads et du NIO. Il y a un projet qui est monté par Oracle qui s'appelle Elidon, où là, la version précédente, en 3, ils étaient construits au-dessus de Netty. Maintenant, ils construisent directement au-dessus des virtual threads. C'est un projet Oracle.
Les gens travaillent de manière en très étroite collaboration avec les autres gens d'Oracle, les autres équipes d'Oracle qui bossent sur les virtual threads. Donc, ils sont un peu privilégiés. Je sais, en tout cas, pour l'instant, Netty se porte très bien. Ils sont encore en train de développer plein de choses. Donc, il ne faut pas se dire que Netty va mourir demain. Et puis, voilà. Et ça reste vraiment très pratique et très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un tour sur notre stand. Voilà, moi, j'y serai cet après-midi. N'hésitez pas à passer. On est à côté de l'entrée. Merci à tous d'être venus.